Histoire Le Plume de Feu. Wassamo vivait avec ses parents au bord d'une grande baie, loin au nord-est. Un jour, alors que la saison du poisson commençait à être abondante, la mère de Wassamo lui dit: « Mon fils, j'aimerais que tu ailles là-bas et vois si tu ne peux pas me procurer du poisson. Et demande à ton cousin de t'accompagner. » Il l'a fait. Ils partirent et, dans le courant de l'après-midi, ils arrivèrent au lieu de pêche. Le cousin, étant l'aîné, s'occupait des filets, et ils campèrent à proximité, utilisant l'écorce du bouleau comme hutte pour s'abriter pendant la nuit. Ils allumèrent un feu et, pendant qu'ils conversaient, la lune se leva. Pas un souffle de vent ne troublait la surface lisse du lac. Pas un nuage n'a été vu. Wassamo regarda l'eau vers leur filet, et il vit que les petites taches noires, qui n'étaient autres que les flotteurs, qui parsemaient le lac, avaient disparu. « Cousin, dit-il, visitons nos filets. Peut-être avons-nous de la chance. » Lorsqu'ils tiraient les filets, ils étaient heureux de voir les mailles briller de blanc, partout, avec les proies scintillantes. Ils débarquèrent de bonne humeur et rangèrent leurs canots à l'abri des vents. « Wassamo, dit le cousin, tu cuisines pour que nous puissions manger. » Wassamo se mit aussitôt au travail, et bientôt sa grande bouilloire fut balancée sur sa branche, tandis que le cousin gisait à son aise de l'autre côté du feu. « Cousin, dit Wassamo, raconte-moi des histoires ou chante-moi des chansons d'amour. » Le cousin obéit et chanta ses chansons plaintives. Ou bien il s'interrompait fréquemment au milieu d'un chant lugubre et se mettait à réciter une histoire joyeuse, puis, au milieu du rire de Wassamo, il revenait à la chansonnette plaintive juste selon sa fantaisie. Car le cousin était gai d'esprit et changeait d'humeur plus vite que les nuages laineux qui apparaissaient et disparaissaient dans le ciel nocturne au-dessus de leur tête. Dans ce passe-temps changeant, le cousin courait tout son long, puis il tombait, murmurant des parties de sa chanson ou de son histoire, dans un sommeil argenté, avec la lune glissant à travers les branches et dorant son visage. Wassamo, cependant, avait perdu le son de la voix de son cousin dans le riche frémissement de la bouilloire. Et lorsque la musique lui plut le plus, comme annonçant que le poisson était bien cuit, il souleva la marmite du feu. Il a parlé à son cousin, mais il n'a reçu aucune réponse. Il fit seul son ménage, prit la louche en bois et écrémait soigneusement la marmite, car les poissons étaient très dodus et gras. Wassamo avait dans une main une torche d'écorce torsadée pour éclairer, et quand il vint sortir le poisson, il n'y avait personne pour se charger de la torche. La cousine était si heureuse dans son sommeil, avec la lune argentée lui baisant les joues, comme si elle était amoureuse de sa belle apparence, que Wassamo n'eut pas le cœur de l'appeler. Attachant sa ceinture sur son front, il y poussa la torche et s'avança, avec la lumière dansant à travers les feuilles vertes à chaque tour de sa tête, pour préparer le repas du soir. Il parla encore à son cousin, mais doucement, pour savoir s'il dormait réellement. Le cousin murmura, mais ne répondit rien. Et Wassamo marchait doucement avec le panache de feu dansant illuminant l'obscurité de la forêt à chaque tournant qu'il faisait. Soudain, il entendit un rire. C'était double, où l'un devait être le parfait écho de l'autre. Pour Wassamo, il semblait y avoir deux personnes à peu de distance. « Cousin, dit Wassamo, quelqu'un est près de nous. J'entends un rire. Réveille-toi et regardons dehors. » Le cousin ne répondit rien. Wassamo entendit de nouveau les rires joyeusement répétés, comme l'ondulation du ruisseau sur les galets brillants du ruisseau. En regardant jusqu'à la ligne de la torche percée dans l'obscurité,
il aperçut deux belles jeunes femmes qui lui souriaient. Leurs visages semblaient parfaitement blancs, comme la neige fraîche. Il s'accroupit et poussa sa cousine en disant à voix basse: « Réveille-toi. Réveille-toi. Voici deux jeunes femmes. » Mais il n'a reçu aucune réponse. Son cousin semblait perdu de tout sens et de tout son terrestre. Car il restait immobile, souriant, dans la calme lumière de la lune. Wassamo démarra seul et se dirigea vers les étranges femelles. À mesure qu'il s'approchait d'eux, il était de plus en plus ravi de leur beauté. Mais au moment où il allait leur parler, il tomba tout à coup à terre, et ils disparurent tous trois ensemble. La lune brillait là où ils venaient de se trouver, mais elle ne les voyait pas. Un doux son de musique et des voix douces accompagnèrent leur disparition, ce qui réveilla le cousin. En ouvrant les yeux, d'une manière rêveuse, il aperçut la bouilloire près de lui. Certains des poissons qu'il a observés se trouvaient dans le bol. Le feu vacillait et créait de la lumière et de l'ombre. Mais Wassamo n'était visible nulle part. Il attendit, et attendit encore, dans l'espoir que Wassamo apparaisse. Peut-être, pensa le cousin, est-il encore sorti pour visiter les filets. Il regarda de ce côté-là, mais le canot gisait toujours près du rocher au bord du rivage. Il chercha et trouva ses traces dans les cendres et sur le sol vert à une petite distance, et alors ils furent complètement perdus. Son esprit était maintenant très troublé et il criait à haute voix: « Netawis! Cousin! Cousin !» Mais il n'y eut pas de réponse à son appel. Il appela à nouveau dans sa tristesse, de plus en plus fort: « Netawis! Netawis! Cousin! Cousin! Où es-tu allé ?» Mais aucune réponse ne vint à ses lamentations. Il partit vers la lisière du bois en criant en courant: « Mon cousin! Et, oh! Mon cousin! » Ça et là à travers la forêt, il courait avec toute sa rapidité d'exécution et sa vivacité d'esprit. Et quand enfin il s'aperçut qu'aucune voix ne voulait lui répondre, il fondit en larmes et sanglota à haute voix. Il revint près du feu et s'assit. Il réfléchissait à l'absence de Wassamo avec un cœur profondément troublé. Il m'a peut-être joué un tour, pensa-t-il. Mais il était temps que le tour soit terminé, et Wassamo ne revint pas. Le cousin nourrissait d'autres espérances, mais elles s'éteignirent toutes dans la lumière du matin, lorsqu'il se retrouva seul près du feu de chasse. Que dois-je répondre à ces amis de Wassamo ? Pensa le cousin. Bien que, se dit-il, ses parents soient mes parents et qu'ils soient bien assurés que leur fils est mon ami intime, recevront-ils cette croyance à la place de celui qui est perdu? Non. Non, ils le feront. Dites que je l'ai tué, et il vous faudra du sang pour du sang. Oh! Mon cousin? Où es-tu allé? Il se serait reposé pour ramener la paix à son esprit, mais il ne pouvait pas dormir. Et, sans plus, se soucier du filet ni du canot, il partit pour le village en courant jusqu'au bout. En le voyant approcher à une telle vitesse et seul, ils dirent: « Un accident s'est produit. » Lorsqu'il fut arrivé au village, il leur raconta comment Wassamo avait disparu. Il a exposé toutes les circonstances. Il n'a rien gardé pour lui. Il a déclaré tout ce qu'il savait. Certains disaient: « Il l'a tué dans le noir. » D'autres disaient: « C'est impossible. Ils étaient comme des frères. Ils seraient tombés amoureux l'un de l'autre. Ce n'est pas possible. » À la demande du cousin, de nombreux hommes se sont rendus au feu de poisson. Il n'y avait aucune trace de sang. Aucune mesure hâtive n'a été prise pour montrer qu'un conflit ou une lutte avait eu lieu. Chaque feuille de chaque arbre était à sa place. Et ils virent, comme le cousin l'avait déjà fait auparavant, que les empreintes de Wassamo s'arrêtaient dans le bois,
comme s'il n'était pas allé plus loin sur la terre, mais qu'il était monté dans les airs. Ils retournèrent au village et personne ne fut au courant de la disparition étrange et soudaine de Wassamo. Personne n'a jamais cherché à le voir davantage. Seulement les parents, qui espéraient et attendaient encore son retour. Le printemps, avec toutes ses fleurs et sa délicate nouveauté de vie, arriva parmi eux. Les Indiens se rassemblaient pour célébrer leur fête printanière de tout le pays. Parmi eux se trouvait le triste cousin de Wassamo. Il était pâle et maigre comme l'ombre d'un trait qui vole. La douleur de son esprit avait changé ses traits, et partout où il tournait ses yeux, ils étaient éblouis par la vue du sang rouge de son ami. Les parents de Wassamo, désespérés et fatigués d'attendre son retour, exigeaient maintenant la vie de Netawis. Le village était ému jusqu'au cœur par leurs lamentations bruyantes. Et, après un combat de pitié, ils décidèrent de confier la vie du jeune homme aux parents. Ils ont dit qu'ils avaient attendu assez longtemps. On fixa un jour où le cousin devait donner sa vie pour celle de son ami. C'était un jeune homme courageux, et il ne l'obligeait que par sa parole à être prêt à l'heure fixée. Il a dit qu'il n'avait pas peur de mourir, car il était innocent du grand tort qu'on lui imputait. Un jour ou deux avant l'heure fixée pour se suicider, il errait tristement le long des rives du lac. Il regarda l'eau vitreuse, et plus d'une fois l'idée de mettre fin à ses chagrins en se jetant dans ses profondeurs lui vint avec une force si soudaine que ce ne fut qu'en se maîtrisant sévèrement qu'il parvint à tourner ses pas dans une autre direction. Il réfléchit. Ils diront que j'étais coupable si je me suicide. Non, je leur donnerai mon sang pour celui de mon cousin. Il continua son chemin, à pas lents, mais il ne trouva aucun réconfort. Il se tourna où bon lui semblait. Les doux chants du bosquet résonnaient à son oreille. La beauté du ciel bleu lui faisait mal à la vue. Et la terre verte et tendre, tandis qu'il la foulait, semblait dure à son pied et lui envoyait une douleur dans tous les nerfs. Oh! Où est mon cousin? Se répétait-il. Pendant ce temps, lorsque Wassamo tomba insensé devant les deux jeunes femmes dans le bois, il perdit toute connaissance de lui-même jusqu'à ce qu'il se réveille dans une scène lointaine. Il a entendu des personnes converser. L'un d'eux parla sur un ton de commandement, disant: « Vous, les filles insensées, est-ce ainsi que vous vous promenez la nuit sans que nous le sachions? Mettez cette personne que vous avez amenée sur votre canapé et ne la laissez pas se coucher par terre. » Wassamo se sentit ému, il ne savait comment, et s'installa sur un canapé. Quelque temps après, le charme parut s'alléger un peu, et en ouvrant les yeux, il fut surpris de se trouver couché dans une loge spacieuse et lumineuse, s'étendant à perte de vue. L'un de lui parla et lui dit: « Étranger, réveille-toi et prends de quoi te rafraîchir. » Il obéit à l'ordre et se redressa. De chaque côté de la loge, il aperçut des rangées de gens assis en ordre. De loin, il apercevait deux personnages majestueux, qui paraissaient un peu plus âgés que les autres, et qui semblaient exiger l'obéissance de tout autour d'eux. L'un d'eux, qu'il entendit appeler le vieil homme esprit, parla à Wassamo. « Mon fils, dit-il, sache que ce sont ces filles stupides qui t'ont amené ici. Elles t'ont vu au lieu de pêche. Quand tu as tenté de t'approcher d'elles, tu es tombé sans connaissance, et au même moment elles t'ont transporté jusqu'ici. Nous sommes sous la terre. Mais soyez tranquilles, nous rendrons votre séjour parmi nous agréable. Je suis l'esprit gardien des montagnes de sable. Ils sont à ma charge. Je les empile, je les souffle partout et je fais tout ce que je veux. Je le ferai avec eux. Cela m'occupe beaucoup, mais je suis en bonne santé pour mon âge et j'aime être employé.
J'ai souvent souhaité qu'un de votre race se marie parmi nous. Si vous pouvez vous décider à rester, je te donnerai une de mes filles, celle qui t'a souri la première, la nuit où tu as été éloigné de tes parents et de tes amis. Wassamo baissa la tête et ne répondit rien. L'idée qu'il ne devrait plus voir ses semblables le rendait triste. Il resta silencieux et le vieil esprit continua. Vos besoins seront tous pourvus. Mais vous devez faire attention à ne pas vous éloigner loin de la loge. J'ai peur de cet esprit qui gouverne toutes les îles situées dans les lacs. Il est mon amer ennemi, car je lui ai refusé ma fille en mariage. Et quand il apprendra que tu es un membre de ma famille, il cherchera à te faire du mal. Voilà ma fille, ajouta le vieil esprit en la désignant. Prends-la, elle sera ta femme. Immédiatement, Wassamo et la fille du vieil esprit s'assirent l'un à côté de l'autre dans la loge, et ils étaient mari et femme. Un soir, le vieil esprit entra après une journée de travail bien remplie parmi les dunes, au cours de laquelle il les avait tous déformés par de grandes rafales de vent, et les avait dispersés dans 1000 directions, et les avait amenés, et les entasse en toutes sortes de tas difformes. À la fin de cette journée bien remplie, alors que le vieil esprit arrivait à bout de souffle, il dit à Wassamo, « Gendre, j'ai besoin de tabac. Aucun ne pousse dans mon endroit sec. Retournez chez vos gens et procurez-moi des provisions. Il est rare que les rares passants de ces dunes m'offrent un morceau de tabac. C'est une plante rare dans ces régions, mais quand ils le font, il me vient immédiatement à l'esprit. C'est exactement cela, ajouta-t-il en étendant la main du côté de la loge et en y attirant plusieurs morceaux de tabac que quelqu'un de passage à ce moment-là offrit en guise d'honoraire au vieil esprit, pour empêcher les dunes de souffler partout. Jusqu'à ce qu'il s'en sorte. D'autres cadeaux, outre le tabac, arrivaient de la même manière sur le côté de la loge, parfois un ours entier, puis une robe de wampum, puis une ribambelle d'oiseaux, et les esprits des sables menaient tous une vie facile. Car ils n'avaient pas la peine de chasser ou de se vêtir. Et chaque fois que le ménage commençait à manquer, il ne se produisait qu'une merveilleuse tempête de poussière, toutes les dunes étant aussitôt mises en vacarme, et les contributions commençaient aussitôt à affluer par les fenêtres latérales de la loge, jusqu'à ce que le ménage commence à manquer. Tous leurs besoins étaient satisfaits. Après que Wassamo fut resté plusieurs mois parmi ces gens curieux, le vieil esprit des sables lui dit, « Gendre, tu ne dois pas être surpris de ce que tu verras ensuite. Car depuis que tu es avec nous, tu n'as jamais su c'était l'été où le soleil ne se couche jamais ici où nous vivons. Mais maintenant, ce que vous appelez l'hiver, arrive. Vous nous verrez bientôt nous coucher, et nous ne nous relèverons qu'au printemps. Suivez mon conseil. Ne quittez pas la loge. Je sais avec certitude que ce fripon d'esprit de l'île est à l'affût, et comme il commande à un genre particulier de tempête, qui vient du sud-ouest, il n'attend que l'occasion de le faire. Vous attraperez à l'étranger et vous ferez du mal. Essayez de vous amuser. Cette armoire, montrant un coin de la loge, n'est jamais vide. Car c'est là qu'on dépose toutes les offrandes pendant que nous dormons. Ce n'est jamais vide, et, point. Mais avant que le vieil esprit des sables ait pu prononcer un autre mot, un fort bruit de tonnerre se fit entendre, et instantanément, non seulement le vieil esprit mais tous les membres de sa famille, disparurent hors de vue. La tempête passée, ils réapparurent tous dans la loge. Cette disparition et cette réapparition soudaine se produisaient à chaque tempête. Vous êtes surpris, dit le vieil esprit, de nous voir disparaître quand il tonne. La raison en est la suivante. Ce bruit que vous imaginez être le tonnerre, est notre ennemi l'esprit de l'île qui hurle en rentrant de la chasse.
Nous obtenons hors de vue afin que nous puissions échapper à la nécessité de lui demander de venir partager notre repas du soir. Nous n'avons pas du tout peur de lui. À ce moment-là, le tonnerre retentit de nouveau, et Wassamo remarqua que son beau-père faisait un effort extraordinaire pour se cacher, bien qu'aucun étranger, ressemblant en quelque manière à l'esprit de l'île, ne soit en vue. Peu de temps après, la saison du sommeil commença, et un à un, ils s'endormirent pour un long sommeil. Le vieil esprit fut le dernier à s'éloigner. Et, avant de céder, il sortit et eut son dernier sport avec les dunes, et il secoua et tourmenta ainsi les pauvres collines, les dispersa çà et là, et les fit tournoyer dans les airs et au loin sur le pays. Qu'il leur a fallu des jours et des jours avant de retrouver leur forme naturelle. Pendant que ses parents profitaient de ce long sommeil, Wassamo s'amusait du mieux qu'il pouvait. Le placard ne lui manquait jamais une seule fois. Car en le visitant quand il le voulait, il trouvait toujours une nouvelle réserve de gibier et toutes les autres friandises que son cœur désirait. Mais son principal passe-temps était d'écouter les voix des voyageurs qui passaient par la fenêtre latérale du pavillon. Où ils demandaient un temps agréable et un voyage facile. Celle-ci était souvent mêlée à des plaintes bruyantes, telles que « Oh ! Comme le sable saute ! Enlevez cette colline. Je suis perdu, vieil esprit des sables. Où es-tu? Aide-moi de cette façon. » Et ainsi de suite, ce qui indiquait que ceux qui voyageaient à travers les collines avaient leurs propres problèmes à rencontrer. Alors que la lumière printanière du premier jour du printemps brillait dans la loge, toute la famille se levait et vaquait aux affaires de la journée comme si elle n'avait dormi que depuis une seule nuit. Le reste du vieil esprit semblait lui avoir fait beaucoup de bien, car il était très joyeux. Et, sortant d'abord la tête par la fenêtre pour tirer une bouffée sur une colline de sable, ce qui était son premier luxe le matin, il dit à Wassamo, « Beau-fils, tu as été très patient pendant notre longue absence de votre compagnie, et vous serez récompensé. Dans quelques jours, vous pourrez commencer avec votre femme à rendre visite à vos parents. Vous pouvez vous absenter 1 an, mais à la fin de ce temps, vous devrez revenir. Lorsque vous arriverez à votre village natal, vous devez d'abord y entrer seul. Laissez votre femme à peu de distance de la loge, et quand vous serez le bienvenu, faites-la venir. Une fois là-bas, ne vous étonnez pas qu'elle disparaisse chaque fois que vous entendez le tonnerre. » Il ajouta avec un regard sournois, « Ce vieil esprit des îles a un frère dans cette partie du pays. Vous prospérerez en toutes choses, car ma fille est très diligente. Tout le temps que vous passerez dans votre sommeil, elle sera au travail. La distance est courte jusqu'à votre village. Un chemin y mène directement, et quand vous y arriverez, n'oubliez pas mes désirs comme je vous l'ai déjà dit. » Wassamo promit d'obéir à ses instructions et, à l'heure convenue, partit en compagnie de sa femme. Ils suivirent une route agréable, sa femme ouvrant la voie, jusqu'à ce qu'ils atteignirent une colline. Au point culminant de ce terrain, elle dit, « Nous arriverons bientôt dans votre pays. » Le jour devint soudain grand lorsqu'ils arrivèrent à une haute berge. Ils passèrent, non mouillés, sur une courte distance sous le lac, et sortirent bientôt de l'eau sur les bancs de sable, juste au large de la rive où Wassamo avait posé ses filets la nuit où il avait été emporté par les 2 étranges femelles. Il laissa alors sa femme abritée dans un bois voisin, tandis qu'il s'avançait seul vers le village. Réfléchissant tristement, et poussant de temps en temps des cris lugubres, tandis qu'il marchait sur le rivage, c'était son cousin que Wassamo aperçut alors qu'il tournait la première pointe de terre au bord du lac. À la vitesse de l'éclair,
Le cousin se précipita. Netawis, Netawis, s'écria-t-il. Est-ce bien vous? D'où venez-vous? Oh, mon cousin? Ils se jetèrent au cou et pleurèrent à haute voix. Et puis, sans plus tarder ni poser de questions, le cousin s'enfuit en toute hâte vers le village. Il ressemblait à une ombre sur le terrain découvert, tant il allait vite. Il entra dans la loge où était assise la mère de Wassamo en deuil de son fils. Écoutez-moi, dit le cousin. J'ai vu celui que vous m'accusez d'avoir tué. Il sera là même pendant que nous parlons. À peine avait-il prononcé ces mots que tout le village s'ébranla en un instant. Tous sortirent en courant, et tendirent les yeux pour apercevoir pour la première fois celui qu'ils croyaient mort. Et quand Wassamo s'avança, ils tombèrent d'abord loin de lui comme s'il avait été en vérité quelqu'un revenu du pays des esprits. Il entra dans la loge de ses parents. Ils virent que c'était Wassamo, vivant, respirant et tel qu'il l'avait toujours connu. Et la joie illuminait le cercle de la loge comme si un nouveau feu s'était allumé aux yeux de ses amis et de ses parents. Il raconta tout ce qui lui était arrivé depuis le moment où il quittait la maison de nuit provisoire avec la flamme sur la tête. Il leur parla du pays étrange dans lequel il avait séjourné pendant son absence. Il ajouta à sa mère, en dehors de la compagnie, qu'il était marié et qu'il avait laissé sa femme à peu de distance du village. Elle partit aussitôt à sa recherche. On la trouva bientôt dans le bois, et toutes les femmes du village la conduisirent en honneur à la loge de ses nouveaux parents. Les Indiens étaient étonnés de sa beauté, de la blancheur de sa peau et, plus encore, du fait qu'elle puisse leur parler dans leur propre langue. Le village était heureux et la fête dura aussi longtemps que les provisions tinrent. Tous furent ravis de faire la connaissance de la fille du vieil esprit des sables. Et comme ils avaient entendu dire qu'il était un magicien et un gardien d'un grand pouvoir, le tabac qu'il avait fait demander par son gendre arrivait en grande abondance avec chaque visiteur. L'été et l'automne que Wassamo passa ainsi avec ses parents et les gens de sa tribu furent prospères dans tout le pays. Le cousin de Wassamo reprit courage et chanta de nouveau ses chants tristes ou joyeux, au moment où l'humeur était sur lui. Mais il restait près de Wassamo et le surveillait dans tous ses mouvements. Il s'est fait un devoir de poser de nombreuses questions sur le pays d'où il venait. Certaines auxquelles son cousin a répondu, mais d'autres sont restées complètement dans le noir. À chaque orage, comme le vieil esprit des sables l'avait prédit, la femme de Wassamo disparaissait, au grand étonnement de sa compagnie indienne, et, à leur plus grand étonnement, elle ne restait jamais oisive, ni de nuit ni de jour. Lorsque l'hiver arriva, Wassamo lui prépara un gîte confortable, dans lequel elle se retirait pour son long sommeil. Et il fit avertir ses amis qu'ils ne devaient pas la déranger, car elle ne serait plus avec eux avant le retour du printemps. Avant de se coucher, elle dit à son mari, « Personne d'autre que toi ne doit passer de ce côté de la loge. » L'hiver se passa avec de la neige, des jeux et des pierres dans la loge. Et lorsque la sève de l'érable commença à couler, la femme de Wassamo se réveilla et se mit aussitôt au travail comme auparavant. Elle aidait aux érables avec les autres. Et, comme si la chance était en sa présence, la récolte du sucre fut plus grande qu'on n'en avait jamais connue dans toute cette région. Les cadeaux de tabac, après cela, sont entrés encore plus librement qu'ils ne l'étaient au début. Et tandis que chacun apportait son paquet à la loge de Wassamo, il demandait la durée de vie habituelle, le succès comme chasseur et une provision de nourriture abondante. Il désirait particulièrement que les dunes restent tranquilles, afin que leur terre soit humide et que leurs yeux soient exempts de poussière pour observer le gibier. Wassamo a répondu qu'il
ferait part de chacune de leurs demandes à son beau-père. Le tabac était stocké dans des sacs, et sur l'extérieur des pots, pour qu'il n'y ait aucune erreur sur leurs besoins. Chacun qui avait donné du tabac avait peint et marqué en caractères distincts le totem ou emblème familial de sa famille et de sa tribu. Le vieil esprit des sables pouvait les lire à loisir et faire ce qu'il jugeait le mieux pour chacun de ses différents pétitionnaires. Lorsque l'heure de son retour arriva, Wassamo avertit son peuple qu'il ne fallait pas le suivre ni tenter de constater comment il avait disparu. Il a ensuite pris les sacs en peau d'orignal remplis de tabac et a dit adieu à tous sauf Onetawis. Il insista sur le privilège d'accompagner Wassamo et sa femme pendant un certain temps, et lorsqu'ils atteignirent les bancs de sable, il exprima le plus vif désir de les accompagner dans leur voyage. Wassamo lui dit que ce n'était pas possible, que seuls les esprits pouvaient exercer le pouvoir nécessaire, et que de tels esprits n'existaient pas à portée de main. Ils se prirent alors affectueusement, Wassamo enjoignant à son cousin, au péril de sa vie, de ne pas regarder en arrière alors qu'il avait commencé à revenir. Le cousin, blessé au cœur, mais contraint d'obéir, se sépara d'eux, et comme il s'éloignait tristement, il entendit un bruit glissant comme celui d'eau fendue. Il rentra chez lui et dit à ses amis que Wassamo et sa femme avaient disparu, mais qu'il ne savait pas comment. Personne ne doutait désormais de sa parole. Wassamo et sa femme atteignirent bientôt leur maison située dans les collines. Le vieil esprit des sables était en excellente santé et ravi de les voir. Il a salué leur retour à bras ouverts. Et il ouvrit si grands ses bras, qu'en les fermant, il embrassa non seulement Wassamo et sa femme, mais tous les sacs de tabac qu'ils avaient emportés avec eux. Les demandes du peuple indien lui furent faites connaître. Il répondit qu'il s'occuperait de tout, mais qu'il devait d'abord inviter ses amis à fumer avec lui. En conséquence, il envoya immédiatement son porteur de pipe et son aide de confiance pour convoquer divers esprits de sa connaissance et fixa l'heure de leur venue. Entre-temps, il avait un conseil à donner à son gendre Wassamo. « Mon fils, dit-il, certains de ces Manitos que j'ai invités à venir ici sont d'un très mauvais caractère, et je vous préviens surtout de cet esprit de l'île qui a voulu épouser ma fille. C'est un homme de très mauvais cœur, Monedo, et voudrait vous faire du mal. Cependant, vous trouverez certains membres de la compagnie très amicaux. Un avertissement pour vous. Quand ils entreront, asseyez-vous près de votre femme. Sinon, vous perdez-vous. Elle seule peut vous sauver, car ceux qui sont attendus sont si puissants qu'ils vous tireront autrement de votre siège et vous jetteront hors de la loge comme si vous étiez une plume. Vous n'avez qu'à observer mes paroles. Et tout ira bien. Wassamo prêta attention à ce que disait le vieil esprit et répondit qu'il obéirait. Vers midi, la compagnie commença à se rassembler. Et Wassamo n'avait jamais vu une telle compagnie auparavant. Il y avait des esprits de toutes les parties du pays. Des personnes si étranges, et dans des robes si sauvages et bizarres. Il en entra un qui lui sourit. Wassamo fut informé qu'il s'agissait d'un esprit chargé des affaires d'une tribu du Nord, et c'était un esprit aussi agréable et joyeux qu'on souhaiterait le voir. Peu de temps après, Wassamo entendit un grand grondement et un rugissement, comme celui d'eau déversant sur des rochers. Et bientôt, avec une grande fanfaronnade, et secouant assez la loge avec son salut à gorge profonde de bienvenue au vieil esprit des sables, enroula un autre, qui était l'esprit gardien et directeur spécial d'une grande cataracte ou chute d'eau non loin. Désactivé. Puis arriva à pas fracassant les propriétaires de plusieurs tourbillons qui avaient l'habitude de faire rage dans le pays voisin. Et à la suite de celui-ci, se glissa un petit esprit à la voix douce et au visage doux,
qui représentait un vent d'été qui avait l'habitude de souffler, vers le soir, par les portes de la loge, et qui était particulièrement bien disposé envers lui. Jeunes amants. Le dernier à apparaître était un grand gaillard à la tête rocheuse. Et il était 2 fois plus pierreux dans ses manières. Et il se pavana et entra à grands pas, et souleva une telle agitation avec sa grande couverture verte quand il la secoua, que Wassamo fut presque renversé. Et ce n'est que par la force qu'il put s'accrocher à sa femme. Celui-ci, qui fut le dernier à entrer, était ce méchant esprit de l'île, qui regardait assez sévèrement la femme de Wassamo, qu'il avait rejetée, alors qu'il passait. Peu de temps après, le vieil esprit des sables, qui était un grand faiseur de discours, se leva et s'adressa à l'assemblée. Frères, dit-il, je vous ai invités à partager avec moi les offrandes faites par les mortels sur terre, qui ont été apportées par notre parent, en désignant Wassamo. Frères, vous voyez leurs souhaits et leurs désirs clairement exposés ici, posant sa main sur les peaux d'orignal sculptées. L'offrande est digne de notre considération. Frères, je ne vois rien de ma part qui nous empêche d'accéder à leur demande. Elle ne semble pas déraisonnable. Frères, l'offre est gratifiante. C'est du tabac, article qui nous a manqué jusqu'à présent. Nous savions à peine nous servir de nos pipes. Devons-nous accéder à leur demande? Je dirai encore une chose. Frères, c'est ceci. Voilà mon gendre. Il est mortel. Je veux le retenir avec moi, et il est avec nous conjointement pour faire de lui l'un des nôtres. Oki, Oki. Courut à travers toute la compagnie des esprits, et Oki, Oki. Ils ont encore pleuré. Et il fut entendu que les pétitionnaires devaient obtenir tout ce qu'ils demandaient, et que Wassamo était désormais assez accepté comme membre de la grande famille des esprits. En guise de cadeau de mariage, le vieil esprit demanda à son gendre de faire une demande, qui devrait être promptement accordée. Qu'il n'y ait pas de bourrasque de sable parmi le peuple de mon père pendant 3 mois, a déclaré Wassamo. Il en sera ainsi, répondit le vieil esprit des sables. Le tabac était désormais réparti à parts égales entre l'entreprise. Ils remplissaient leurs pipes, et c'étaient d'énormes pipes, et ils soufflaient de tels nuages qu'ils se précipitèrent hors de la loge et apportèrent la nuit dans tout le pays alentour, plusieurs heures avant l'heure. Après un moment passé en silence, les esprits se levèrent, et emportant leurs sacs de tabac, ils allèrent fumer à travers le pays et se perdre dans leur propre brouillard, jusqu'à 1 heure tardive du matin, lorsque toutes leurs pipes furent brûlées. Dehors, chacun partit pour ses propres affaires. Le lendemain, le vieil esprit des sables, qui était très content de la tournure que prenaient ses affaires, s'adressa à Wassamo. Gendre, j'ai décidé de t'accorder un autre congé en guise de reconnaissance de la belle manière dont vous vous êtes acquitté de votre ambassade. Vous pourrez rendre visite à vos parents et à vos proches une fois de plus, pour leur dire que leurs vœux sont exaucés, et prendre congé d'eux pour toujours. Vous ne pourrez plus jamais leur rendre visite ensuite. Wassamo partit aussitôt, rejoignit son peuple et fut chaleureusement accueilli. Ils demandèrent sa femme, et Wassamo leur informa qu'elle était restée à la maison pour s'occuper d'un fils, un gentil petit esprit des sables, qui leur était né depuis son retour. Après avoir livré tous ces messages et passé un moment heureux, Wassamo a déclaré: Je dois maintenant vous dire adieu pour toujours. Ses parents et amis élevèrent la voix dans de fortes lamentations. Ils s'accrochèrent à lui, et comme faveur spéciale, qu'il pouvait désormais accorder, étant lui-même un esprit, il leur permit de l'accompagner jusqu'au banc de sable. Ils s'assirent tous pour assister à ces derniers adieux. La journée était douce.
Le ciel est clair, pas un nuage ne semble obscurcir le ciel, ni un souffle de vent pour agiter les eaux tranquilles. Un silence parfait tomba sur la société. Il regardait avec des yeux impatients fixés sur Wassamo, alors qu'il pataugeait dans l'eau en agitant les mains. Il le voyait descendre, de plus en plus, dans les profondeurs. Ils virent les vagues se rapprocher au-dessus de sa tête, et un cri fort et perçant s'éleva qui déchira le ciel. Ils regardèrent encore. Une flamme rouge, comme si le soleil eût regardé une vague, éclaira un instant l'endroit. Mais la plume des flammes, Wassamo du plume de feu, avait disparu à jamais de sa maison, de sa famille et des sentiers familiers de sa jeunesse. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.